La bête noire de Donald Trump ne le lâche plus. Vous l'avez peut-être vu, mais le Congrès américain a voté pour la publication des dossiers Epstein. Alors vous connaissez l'histoire, Jeffrey Epstein, un financier américain retrouvé pendu dans sa cellule à New York en 2019. Il attendait son procès pour exploitation sexuelle de mineurs dont lui et d'autres personnalités abusaient. Alors sur cette affaire Epstein, Donald Trump, il a longtemps joué le jeu des complotistes. Mais depuis son retour au pouvoir, il fait tout pour éteindre la polémique. Par exemple, face à cette proposition de loi visant à ordonner au ministère de la Justice de publier tous les documents et archives en sa possession concernant Epstein. Eh bien Trump, il a tenté de faire pression sur les élus républicains qui se sont associés aux démocrates pour permettre la tenue de ce vote. Mais bon, de plus en plus de représentants conservateurs annonçaient en coulisses qu'ils allaient se rallier au vote. Et finalement, Donald Trump a fait volte-face et il a décidé de le soutenir également. Alors le mardi 18 novembre, la loi a été votée à la Chambre des représentants. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, à quel point cette loi, cette affaire Epstein perturbe, fragilise Donald Trump. Et c'est pour ça qu'on vous propose de discuter avec Julien Gester. Salut Julien. Salut Corentin. Tu es notre ancien correspondant à New York et tu es journaliste spécialiste des États-Unis à Libération. Moi je m'appelle Corentin Courtois et vous regardez le Libescope. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid on the table. Est-ce que pour toi, Trump, il est en train de vivre la pire crise politique de son mandat? C'est bien possible et on pourrait même élargir, on pourrait dire que Trump n'a rien vécu de tel, y compris lors de son premier mandat. Une des forces de Trump, ce qui lui a permis de surmonter énormément d'obstacles, énormément de casseroles, énormément de ses propres agissements qui auraient dû se mettre en travers à la fois de son ascension vers le pouvoir et puis ensuite de son retour au pouvoir, c'est sa capacité à fédérer à la fois la base et l'appareil du Parti républicain à l'intérieur d'une emprise qui n'a pas d'équivalent. Et c'est ce qui lui a permis de réaliser aussi, depuis son retour au pouvoir en janvier, un début de mandat fracassant dans tous les sens du terme, et d'accomplir à peu près ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait, avec, donc il faut rappeler, aujourd'hui les républicains ont des majorités dans les deux chambres du Congrès. Le Congrès est normalement censé être un contrepoids en étant le pouvoir législatif face à l'exécutif, de modérer certains instincts, certains penchants, certains excès de l'exécutif. Ça n'est jamais arrivé. Les républicains, globalement au Congrès, marchent dans les pas de Trump. Ils suivent sa direction. Et là, en fait, la raison pour laquelle Trump a dû avoir ce revirement, on va revenir un peu sur la chronologie, je pense, de la position qu'a tenue Trump sur ce dossier. Bien que Trump continue de clamer que tout ça est une distraction politicienne de l'opposition démocrate, que tout ça est un canular démocrate, mais qu'en fait, l'affaire Epstein n'a rien à voir avec ça, et c'est quelque chose qui va, au final, qui n'a vocation qu'à incriminer des démocrates. Trump a dû faire ce revirement. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de perdre cette bataille avec une ampleur dans le désaveu de sa position par les élus républicains mis sous pression de leurs électeurs, de leur base, qui auraient été sans précédent. Et donc, il ne pouvait pas être dans cette position-là. Et il a été obligé de dire, oui, bien sûr, votez donc, et je signerai ce texte de loi. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui s'est déroulée en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous y rejoindre. Et désormais, vous pouvez même nous écouter en podcast. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Julien, peut-être que c'est le moment de faire un petit peu un point chronologique pour comprendre où est-ce qu'on en est de cette proposition de loi qui vient d'être votée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? On est potentiellement, il faut être très prudent parce qu'il y a eu beaucoup de déconvenues, notamment pour les victimes et leurs représentants et leurs soutiens, qui ont essayé de faire éclater la vérité dans cette affaire Epstein depuis, on peut dire, presque des décennies, puisque la première fois que des victimes sont mises au jour de Jeffrey Epstein, où il étaient des femmes mineures, parfois souvent très jeunes, voilà, c'est en 2008. À l'époque, il y avait eu un accord assez douteux, aujourd'hui, rétrospectivement, avec le ministère de la Justice,
qui avait permis de s'en sortir avec une reconnaissance de culpabilité, une peine absolument minimale, de retrouver assez rapidement sa vie mondaine dans des cercles de pouvoir, à la fois politique, économique, etc., où il jouissait d'une influence énorme. Ça, il avait été rattrapé 10 ans plus tard, quand l'affaire avait été révélée principalement par une journaliste d'investigation du Miami Herald, Julie K. Brown, qui a été vraiment une des forces motrices de la révélation. Et puis, au moment où la justice allait le rattraper, il faut rappeler qu'à l'époque, le ministère de la Justice, le président, c'était Donald Trump, et le ministère de la Justice, c'était le sien. Et donc, quand il meurt en cellule, euh, dans un apparent suicide, c'est sous la garde de Donald Trump et de son ministère de la Justice. Tout ça ensuite a été différé pendant des années. La principale complice, ex-compagne de Epstein, a fini par être condamnée en fin 2021. Il y a eu une procédure d'appel, etc. Ça aussi, c'est un élément important. On va en reparler. Donc, on parle de Ghislaine Maxwell, qui est aujourd'hui incarcérée dans des conditions qui sont significativement améliorées depuis que Trump est de retour au pouvoir. C'est un point intéressant pour adresser. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a une attente, il y a une montée en puissance avec beaucoup de déconvenus, de recul, alors que les victimes veulent que justice soit faite, y compris après la mort d'Epstein. Et il semble que le fantôme d'Epstein résiste à la justice encore aujourd'hui, résistait jusqu'à aujourd'hui. Mais là, ce qui s'est passé hier, donc aux États-Unis, à Washington, est un moment décisif dans cette progression lente et souvent décevante, puisque sous la pression, encore une fois, à la fois de la base MAGA, la base républicaine, mais aussi des élus démocrates, auxquels se sont ralliés certains élus républicains, il y a dû avoir ce vote. L'Assemblée, donc la Chambre basse, la Chambre des représentants, a voté quasiment à l'unanimité, et c'est un point important pour la procédure à venir, en faveur de la divulgation de ce texte avec des précautions minimales entourant l'identité des victimes. Tout le reste, alors il y a d'autres petites nuances à apporter à ça, mais on y reviendra après. Tout le reste doit être divulgué au public. Donc tous les éléments d'investigation du FBI, du ministère de la Justice, depuis maintenant près d'une dizaine d'années, et même avant, puisque possiblement des éléments qui datent dès 2008 pour divulguer. On parle de centaines, potentiellement de milliers de pages, voilà, avec quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de la justice criminelle américaine, parce que si on s'en tient au pied de la lettre à ce que prévoit le texte, il y aurait des éléments de source, il y aurait des témoignages des personnes qui sont intervenues, dans l'enquête, qui n'avaient pas vocation à être identifiées, même lors d'un procès, qui pourraient voir leur nom être dévoilé. Là-dessus, la Chambre ayant voté, c'est normalement le Sénat qui récupère le texte. Or, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait, c'est que les sénateurs se sont accordés à l'unanimité pour que le texte, lorsqu'il leur sera transmis par la Chambre, et ça n'est pas encore arrivé, reçoive l'aval du Sénat et soit transmis directement au bureau du président à la Maison-Blanche pour sa ratification et sa promulgation. Mais donc, du coup, ça veut dire que le Sénat n'a pas encore reçu ce texte, donc la procédure n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Si les choses suivent le cours normalement attendu, prévisible, mais encore une fois, il faut être très prudent dans ce dossier au regard des antécédents, ce serait une affaire d'heures. Là, les États-Unis sont en train de s'éveiller. Il est pas loin de 7 heures du matin à Washington. Et ce qui devrait normalement se produire, surtout au regard de l'unanimité des deux chambres, c'est que le speaker, le président de la Chambre des représentants républicains, Mike Johnson, qui a un peu le relais le plus diligent de Trump aujourd'hui au Congrès, transmette le texte au Sénat et du coup qu'il monte automatiquement à la Maison-Blanche, et Trump s'est engagé à le signer. Mais est-ce que Johnson peut faire de la rétention ? Johnson, hier, après le vote de la Chambre, avant qu'on sache que le Sénat allait se prononcer à l'unanimité pour ne même pas avoir à débattre du texte et le passer au président, avait dit « Nous votons aujourd'hui dans un contexte très particulier pour ce texte, mais nous trouvons ce texte, nous, la majorité républicaine, le leadership de la majorité républicaine à la Chambre, nous trouvons ce texte très imparfait parce qu'il ne protège pas suffisamment les victimes. Il faudrait le revoir. Peut-être que le Sénat pourrait le réécrire. Du coup, on le renverrait à la Chambre. » C'était déjà une amorce de manœuvre un peu dilatoire qui a été complètement déjouée par ce qui s'est passé au Sénat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a proposé cette motion de passage à l'unanimité sans débat, qui a été acceptée par le leader républicain au Sénat, John Thune.
Et probablement aussi pour éviter de mettre les membres de sa majorité en porte-à-faux, de devoir s'opposer, débattre de quelque chose qui est devenu une boule puante absolue pour toute la classe politique américaine, puisque quiconque se met en travers et met des réserves aujourd'hui, semble aujourd'hui vouloir couvrir les agissements pédocriminels, non seulement de Jeffrey Epstein, mais de ses amis puissants. Mais ça veut dire que le plan initial des Républicains, c'était d'envoyer ce texte auquel le voter, mais espérer que le Sénat allait le retoucher pour qu'au final, les dossiers Epstein soient plus caviardés que ce qu'ils le seraient aujourd'hui? Possiblement, et en tout cas, en attendant cela, que le texte se perde un peu dans la navette parlementaire, voilà, que ça traîne, que ça continue de traîner comme ça a traîné depuis des mois. Le shutdown a été un prétexte, le fait que le gouvernement fédéral soit en panne de financement, faute de vote d'un texte de prolongation de son financement, de loi budgétaire, pendant plus d'un mois, a été une excuse commode pour les républicains en l'occurrence, donc Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, envoyer ses élus chez eux, dire on ne peut pas travailler puisque le gouvernement est fermé. Je ne peux pas opérer la prestation de serment d'une élue démocrate qui venait repourvoir un siège qui était vacant et qui aurait été la signature qui manquait à la motion pour que ce vote sur le dossier Epstein ait lieu. Tout ça est un peu compliqué, hein. On est vraiment dans la tambouille de la mécanique parlementaire américaine. Mais voilà, clairement, il y a eu des efforts pour freiner des cas de fer pour l'essentiel de la hiérarchie républicaine et des relais de Trump au Congrès. Aujourd'hui, il ne pouvait plus reculer. Ce vote allait avoir lieu. Voter contre, ça aurait été s'élever, encore une fois, ça aurait été risqué d'être associé pour le restant de leur jour, en tout cas de leur carrière politique, à un vote qui semble être un vote de couverture, d'enfumage et de couverture d'agissement pédocriminel, alors que leur base réclame depuis très longtemps et a été galvanisée et attisée dans ses instincts conspirationnistes par le clan Trump, par la campagne Trump elle-même. Donc se mettre en travers de ça aujourd'hui, c'était impossible. Oui. Voter contre aujourd'hui, il y a un élu républicain qui a fini quand même par le faire, justement en disant que ce texte présentait trop de défauts, qui est un élu ultra-trumpiste de Louisiane, Clay Higgins, un ancien flic, qui est quelqu'un qui incarne vraiment les pires valeurs, les plus ultra-conservatrices du Sud profond, et qui aussi, je pense, s'est fait un petit coup de pub auprès d'une certaine frange de cet électorat-là. S'est offert ça à peu de frais. Mais globalement, c'était impossible de se mettre en travers en fait, de la marche de ce texte, tant la dynamique était devenue inarrêtable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les fameux Epstein Files? Tu en as un petit peu parlé, mais étant donné que le Sénat a voté à l'unanimité, ça veut dire qu'en fait, on va avoir tous les Epstein Files non caviardés, on va tout savoir, tout va sortir, ou va quand même y avoir un petit peu de nuance à apporter? Alors, c'est l'esprit en théorie du texte qui est passé hier, c'est ce que réclament d'une voix à peu près unanime les victimes, qui ont célébré avec beaucoup d'émotion dans une réunion devant les médias très émouvante hier au Congrès, ce moment de passage. Et c'est ce que réclament beaucoup de gens qui ont été pour le coup moteurs d'une campagne pour que la vérité la lumière soit enfin faite dans ce dossier et que tombent ces hommes riches, puissants, des deux bords, démocrates, républicains, qui ont bénéficié de la traite sexuelle du trafic opéré par Epstein dans ces cercles de pouvoir où encore une fois, il était une figure mondaine, puissante, influente et très, très fortunée. Il faut néanmoins apporter une nuance. Déjà, encore une fois, on attend maintenant, il faut être très précautionneux avec ce qu'on prédit parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup d'obstacles qui ont réussi à être jetés, beaucoup de manœuvres dilatoires, etc. Et on attend la transmission déjà de ce texte au Sénat. C'est peut-être une affaire d'heure, ça devrait être une affaire d'heure. On attend que Trump derrière signe le texte. Trump a dit qu'il allait le faire, mais puisque lui et Mike Johnson disaient encore il y a quelques heures, ce texte est très imparfait, notre grand souci c'est les victimes, leur protection, ne pas les revictimiser en dévoilant leurs identités, etc., ou en dévoilant des images qui pourraient porter atteinte à leur vie privée ou à leur dignité. Trump pourrait, il a en théorie ce pouvoir, prononcer son veto, puisque c'est lui quand même qui a le coup de stylo définitif. Cependant, les majorités qui ont voté ce texte dans les deux chambres sont des majorités, ce qu'on appelle veto-proof, qui sont susceptibles de passer au-dessus du veto. Donc c'est pas automatique parce que les élus, y compris de la majorité républicaine, des deux majorités républicaines, ont voté massivement pour, que le veto est impossible à Trump, mais ce serait prendre un énorme risque
Parce que si les mêmes qui ont voté hier pour cette divulgation complète et amendée au minimum pour ne protéger que les victimes du dossier Epstein revotent de la même façon après que Trump a prononcé un veto ou refusé de signer, il suffit d'une majorité des 2 tiers, et donc elle serait largement dépassée, pour que le veto lui-même soit annulé par le vote du Congrès. Donc, mais il y a une autre précaution à avoir, c'est que le cadre légal américain, donc là on parle d'un texte de loi, hein, c'est une législation qui ordonne au ministère de la Justice de produire sous 30 jours l'intégralité des éléments en sa possession relatifs au dossier Epstein. Il y a néanmoins une nuance qu'il faut apporter, c'est que le ministère de la Justice, légalement, a le droit de retenir un certain nombre d'éléments en sa possession. On ne parle pas spécifiquement des Epstein Files, du dossier Epstein, mais en général, s'il estime, et c'est essentiellement à son appréciation, d'une part, qu'il y a un risque pour la sécurité nationale, d'autre part, que la divulgation des documents ou des éléments en question pourrait porter atteinte à la marche d'une investigation fédérale en cours. Or, Trump, la semaine dernière, a ordonné à sa ministre de la Justice, Pam Bondi, qu'il traite, et elle se comporte comme telle, comme son avocate personnelle. Il lui a ordonné d'engager des enquêtes, une investigation criminelle à l'encontre de plusieurs figures démocrates et de leurs liens avec Jeffrey Epstein. Donc, ces enquêtes pourraient aujourd'hui servir en fait de paravent à une forme de rétention d'une partie des dossiers qui serait totalement à la discrétion d'un ministère de la Justice qui aujourd'hui absolument et totalement à la main de Donald Trump contre la tradition, la norme, mais pas la loi, mais des normes qui étaient là pour distancier, entre guillemets, le chef de l'exécutif d'un ministère de la Justice qui est certes et sous sa coupe, ça fait partie de la branche exécutive, mais normalement était supposé, traditionnellement, depuis Nixon, devait bénéficier d'une certaine indépendance. C'est hyper tordu. Ah la vache, incroyable. Ok. Est-ce que je voudrais qu'on revienne un peu sur quelque chose que tu as un petit peu évoqué, mais concrètement, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que Donald Trump, depuis des mois, depuis toute sa campagne, il est empoisonné par le dossier Epstein? Et déjà, si c'est le cas. Alors, l'histoire de Trump avec le dossier Epstein, elle est longue, elle est complexe, elle est tortueuse. Trump lui-même, contrairement à ce qu'on entend encore beaucoup ces jours-ci, Trump lui-même n'a pas vraiment promis lors de sa campagne de divulguer, de faire le jour dans cette affaire. Au contraire, c'était assez intéressant quand on suivait la campagne d'assez près. Comme Trump, qui est par ailleurs quelqu'un qui est assez peu engagé par sa parole, il peut dire très facilement une chose et son contraire, il peut très facilement dire des choses dont lui-même et toute personne sérieuse sait qu'elle n'est pas vraie, qu'il promet de faire cesser une guerre en un jour, de faire retomber les prix de la consommation d'un claquement de doigts, etc. Trump était étonnamment précautionneux quand on lui disait « Alors, mais vous promettez de sortir d'un coup de baguette exécutive les fichiers relatifs à l'assassinat de JFK, de John Kennedy, par exemple ?» Il disait « Oui, absolument. Et pour le 6 janvier, oui, absolument. » Et Martin Luther King, oui, absolument. Et la culpabilité, enfin les responsabilités dans la crise du Covid, oui, tout à fait. L'affaire Epstein, il disait « Oui, sans doute. » Probablement. Enfin, il faut voir quand même, vous savez, les démocrates ont été au pouvoir longtemps, ils ont pu trafiquer tout ça. Il ne faudrait pas incriminer des personnes innocentes. On va voir, on va regarder ça de très près. Ouais. L'entourage de Trump, en revanche, son fils, Donald Trump Jr., celui qui allait devenir son vice-président, qui était son colistier, jusque après l'élection victorieuse de Trump, était beaucoup plus affirmatif. Beaucoup de ses soutiens dans l'appareil républicain, MAGA, etc., étaient non seulement très affirmatif, mais très offensif sur ce dossier-là, en disant absolument, enfin, la vérité va être faite dans l'affaire Epstein. Tout ça touillant évidemment un imaginaire qui prolifère à l'extrême droite du spectre américain, mais pas que, sur des élites corrompues qui seraient
peuplé de pédocriminels, satanistes qui sacrifient des enfants. On ne va pas revenir sur tout ce qui macère dans ces sphères-là, mais l'enjeu étant évidemment à la fois d'attiser ces instincts-là pour galvaniser la base, mais aussi pour s'agréger les franges les plus radicales et les plus complotistes de ce spectre-là et les rallier définitivement au vote républicain. Trump, lui, a encore une fois toujours été un peu plus prudent que ça. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'une fois au pouvoir, Trump a en effet tenu un certain nombre de ses promesses sur des divulgations de dossiers, d'archives, du FBI, du ministère de la Justice, dans un ensemble de dossiers qu'il avait promis à sa base. En effet, des fichiers, il a mis en route des procédures pour mettre au jour, pour rendre public des fichiers jusque-là tenus secrets encore, classés dans l'assassinat de JFK, donc de Kennedy, mais aussi relatif aux ovnis, etc. Pour ce qui concerne le dossier Epstein, son ministère de la Justice a d'abord opéré une mise en scène en convoquant tout un tas d'influenceurs, de relais médiatiques de la droite MAGA à la Maison-Blanche pour leur remettre fièrement des dossiers, en disant « Regardez, opération transparence ». Le truc avait assez mal tourné pour la Maison-Blanche et la ministre de la Justice, parce qu'en fait, les dossiers comportaient essentiellement des documents qui étaient déjà publics et des pages caviardées de bas en haut, enfin recouvertes de noir. Donc, ce qui avait provoqué un peu une forme d'humiliation et de colère, évidemment, des influenceurs et des relais médiatiques qui avaient été un peu accessoirisés comme ça dans cette mise en scène. Et puis, par la suite, au début de l'été, Pam Bondi, la ministre de la Justice, qui quelques semaines plus tôt disait « J'ai la liste des clients d'Epstein sur mon bureau, je suis en train de l'examiner », avait vraiment dans la torpeur d'une fin de semaine, de début d'été, un peu là où le moment où on lâche un peu les dossiers dont on aimerait qu'ils se perdent un peu derrière le feu de l'actualité médiatique, avait annoncé qu'en fait, on a réexaminé tout ça, il n'y a rien de neuf. Essentiellement, les 2 personnes qui auraient dû être incriminées dans cette affaire, il y en a une qui est morte, c'est Jeffrey Epstein. Voilà. L'autre est en prison, c'est Ghislaine Maxwell, donc sa complice et ex-compagne. Circuler, il n'y a rien à voir. Le suicide, non, suicide. Voilà. Epstein, évidemment, était un criminel terrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il est dans la tombe, etc. Passons à autre chose. Il n'y a aucun élément neuf qui mérite à la fois d'arriver sur la table de la justice ou d'être porté à la connaissance du public. Circuler, il n'y a rien à voir. Exactement. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'étais en reportage pour le journal à Tampa, en Floride, où Charlie Kirk, qui était encore de ce monde, tenait l'un des grands rassemblements en fait, de son année, de son organisation, Turning Point. Et j'avais assisté en direct à une rébellion, vraiment, à la fois de figures d'influenceurs MAGA, vraiment de la droite la plus trumpiste, la plus fervente, mais aussi tout un tas de gens qui étaient des représentants de la base trumpiste fanatisés, qui normalement, lorsque Trump dit écoutez, regardez ailleurs, les gens sont contents. Mais là, pour le coup, on a atteint ce point de rupture, et je l'ai vu en direct, de gens qui se pointaient au micro dans la salle ou lors des retransmissions en direct de là-bas, de l'émission d'un Steve Bannon, de son podcast, qui disaient non mais attendez, on a suivi Trump jusqu'au bout parce qu'on voulait abattre ces élites pédocriminelles, corrompues, etc., toute la corruption à Washington qui couvre ces gens-là. On a fait notre part, en gros, on l'a élu, on l'a réélu. Il nous a dit qu'il allait abattre l'État profond, et aujourd'hui, Trump, c'est l'État profond. Et en fait, c'est cette réaction-là, presque chimique. C'est un peu un retour de bâton des complotistes avec qui il a joué. Complètement, parce qu'il a attisé, sans avoir lui-même, encore une fois, fait cette promesse, vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'encore une fois, ça a beaucoup été dit à tort, vous ne trouverez pas le moment où Trump dit, franchement, spontanément, le dossier Epstein, je rêve d'être président pour le mettre sur la table, pour le rendre public. Au contraire, à chaque fois qu'il était questionné là-dessus, il n'a jamais dit non, mais c'était encore une fois avec des précautions dont il n'a pas l'habitude. Trump a soufflé absolument sur les flammes de ce venin, ce poison complotiste, conspirationniste, qu'il a fait prospérer et dont il a lui-même très largement bénéficié. Et donc, mais qui, à ce moment-là, se retourne contre lui parce que les élus, y compris républicains, ont les téléphones de leur permanence
dans leur circonscription qui explose. Il y a une fureur qui s'exprime à tout un tas d'endroits, là où les élus rencontrent leurs électeurs, leurs concitoyens à cet endroit-là. Les gens ne comprennent pas pourquoi on leur a promis quelque chose et on le fait disparaître d'un coup de prestidigitation. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Trump, on a l'impression qu'il se fait lâcher par son propre camp, par les républicains? Qu'est-ce qui se passe politiquement en interne chez les républicains américains? C'est un peu tôt pour dire que Trump se fait lâcher. On est quand même loin de ça. Mais encore une fois, ce qui s'apprêtait à se produire, c'est-à-dire Trump qui fait des pieds et des mains, qui mobilise tout ce qu'il a en son pouvoir ces derniers mois, toutes les ressources qu'il a à la fois dans sa branche exécutive et via ses relais dans la branche législative pour empêcher la divulgation de cela et qui, au quotidien, renvoie les questions qui lui sont posées sur le thème en continuant de se dire totalement étranger à Jeffrey Epstein, alors que leur proximité passée est largement documentée, y compris par ses propres déclarations passées. Continue de dire qu'il n'y a que les démocrates qui ont bénéficié des faveurs d'Epstein. Il y a un détail que Trump oublie lorsqu'il dit ça, c'est que Trump lui-même, jusqu'au tournant des années 2010, était démocrate. Était lui-même enregistré électeur démocrate, a soutenu les campagnes démocrates, etc. Donc, quand bien même Epstein, dont il est à peu près établi aujourd'hui, il jouait sur tous les tableaux possibles de l'influence, et donc avec les deux camps, avec les deux bords de l'échiquier politique, quand bien même Epstein aurait penché côté démocrate, de fait, c'était plutôt un financier de campagne démocrate. Trump, ça ne disculpe pas du tout Trump et ça n'efface pas du tout ce qui a été leur proximité pendant des années. Aujourd'hui, il y a des documents qui ont été rendus publics qui disent que quand Trump dit qu'Epstein a été déchu de son statut de membre du club de Trump en Floride, en fait, c'est pas vrai, parce que Epstein était tellement proche de Trump qu'il n'avait pas besoin d'avoir une carte de membre. C'est un exemple parmi d'autres. Mais donc, Trump a fait des pieds et des mains de toutes ses forces pour repousser ça. Il repousse les questions des journalistes. Hier encore, une journaliste de la chaîne ABC qui l'a menacé plutôt que de répondre, de déchoir, de faire retirer son autorisation d'émettre accordée par les autorités fédérales à ABC, qui est une des premières chaînes d'information publique américaine. Malgré tout cela, les élus républicains se trouvaient tellement en porte-à-faux vis-à-vis de leur base, du fait d'abord de la défection de quelques-uns qui croyaient que profondément, en le combat qu'ils avaient semblé mener jusque-là en faveur de la vérité, au point de se rallier aux démocrates pour forcer la tenue de ce vote. Et ensuite, le reste des républicains se retrouvaient dans une situation où, encore une fois, on l'a un peu dit plus tôt, si ce vote avait lieu, et il allait avoir lieu, ils ne pouvaient pas se mettre en situation de voter contre. Voilà. La tâche que ça aurait été pour eux aurait été ineffaçable et les aurait hantés pour le restant de leur carrière politique ou ce qu'il en serait resté. Donc, on approchait quand même de cette situation de rupture que Trump n'a jamais connue et qu'il a forcé à cette volte-face il y a quelques jours en disant oui, bon, très bien, qu'il vote donc. Et encore ces dernières heures, alors ce matin chez nous, tard hier soir aux États-Unis, lorsqu'il poste sur son réseau social, peu importe quand le texte m'apparaît, donc pas un mot évidemment comme d'habitude pour les victimes d'Epstein, pour la vérité qui sera faite, il ne faut surtout pas que ce soit une distraction pour les républicains dans le fait de promouvoir, de vanter, de dire la grandeur de ce que nous sommes en train d'accomplir pour ce pays, notamment sur le front économique, qui est ce qui est en train de lui revenir dans les dents. Mais au-delà de ça, il y a des signes, pour la première fois depuis le début de ce mandat, de résistance, d'opposition à la toute-puissance de la parole de Trump dans le Parti républicain. Au pire du shutdown, donc ce moment où l'État fédéral était fermé, faute de financement, enfin, du fait d'une interruption de son financement, faute d'accord dans les chambres sur la poursuite de son financement, il avait appelé le leader républicain de la majorité au Sénat alors ça c'est un peu complexe, c'est un peu technique, mais en gros à se débarrasser d'un dispositif qu'on appelle le filibuster, qui est un mécanisme au Sénat qui permet à l'opposition, malgré tout, d'empêcher la tenue d'un certain nombre de débats et donc de votes. Il faut en fait non pas seulement 50 sénateurs
pour voter des textes qui sont non budgétaires, mais en fait 60 pour, déjouer en fait l'opposition de la minorité. D'accord. C'est quelque chose qui a créé une certaine inertie dans la capacité de tous les présidents, démocrates comme républicains, à légiférer. C'est ce qui fait aussi que la majorité n'est pas toute puissante, à moins d'avoir 60 élus sur 100 au Sénat et qu'ils marchent ensemble. Il a demandé donc à John Thune, à ce leader républicain de la majorité au Sénat, de se débarrasser de ce dispositif pour pouvoir passer au-dessus de l'opposition démocrate. Et John Thune s'y est opposé parce qu'il sait que ça veut dire que si demain il y a une majorité démocrate, les démocrates peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui n'était pas le cas lorsque Biden, par exemple, avait une majorité, lorsque Obama avait une courte majorité, etc. Dans le même temps, Trump, c'est plus anecdotique, mais c'est des micros, c'est des signaux faibles qui disent qu'il y a quand même une perte d'emprise, de cette emprise absolue, une érosion de cette emprise absolue de Trump sur son camp. Trump, ces dernières semaines, parce qu'il sait que le Parti républicain risque d'être en très grande difficulté lors des élections de mi-mandat l'année prochaine, essaie de maximiser les chances de son camp de sauver les meubles, notamment pour conserver sa majorité à la Chambre des représentants, en demandant aux États républicains, enfin à majorité républicaine, d'opérer un redécoupage électoral des circonscriptions partisans, ce qu'on appelle le gerrymandering, pour favoriser les chances, pour éliminer les chances démocrates en redistribuant là où sont les électeurs des uns et des autres. Et là, pour la première fois, un des États avec qui il avait passé cet ordre, qui est l'Indiana, qui est un État historiquement très républicain, s'y est opposé parce qu'ils avaient le sentiment que la base, en fait, et les élus locaux n'étaient pas en faveur de ça. Donc, il y a différents signes quand même qu'il y a un petit craquellement dans cette érosion-là, dans cette emprise-là. Je vais faire un petit tour dans le chat parce qu'il y a notamment Terrible Do qui nous a rejoint. On a eu un follow Mathis Pastis qui nous a suivi il y a 8 minutes. Et pour prendre une question de Pitcher42 qui se demande si est-ce qu'il y a un monde où Donald Trump pourrait être destitué de la suite de cette affaire ou pas? Alors, du point de vue de la mécanique constitutionnelle américaine, ça, oui, bien sûr. Enfin, voilà. En étant réaliste, rien ne peut se produire tant que, évidemment, les républicains jouissent de majorités qui sont non seulement républicaines, mais qui sont quand même très largement, malgré les nuances qu'on vient, les signaux faibles qu'on vient d'évoquer, qui sont très largement à la main de Trump et qui, quand même, suivent ses désirs, ses ambitions et ses humeurs un peu à la baguette. Ils jouent pour leur camp. Il faut d'ailleurs juste noter qu'en fait, Trump n'a pas du tout les mêmes majorités que lors de son premier mandat. Lorsque Trump est élu en 2016 presque par surprise, les républicains qui siègent dans les deux chambres, où il a des majorités, sont quand même très majoritairement des élus qui incarnent cette droite républicaine conservatrice old school, avec tout un nuancier, voilà, bon. Mais il a assez peu finalement d'élus qui lui ressemblent idéologiquement, il y a assez peu d'élus qui sont purement estampillés MAGA. Depuis 2016, lors de chaque cycle électoral, en gros tous les 2 ans, où on renouvelle l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, les élus républicains qui l'emportent dans des primaires républicaines et qui ensuite deviennent les candidats de la droite américaine qui, dans tout un tas d'endroits du territoire américain, sont quasi assurés de l'emporter parce que ce sont des bastions conservateurs, ne sont plus ceux d'il y a 10 ans. Ce sont des élus qui sont totalement acquis à la cause trumpiste, à l'idéologie MAGA, etc. Donc des gens qui vont, encore une fois, jouer vraiment dans le sens des intérêts et des envies de Trump. Donc les chances de voir d'abord une Chambre des représentants, puis un Sénat, qui sont aujourd'hui sous majorité républicaine, tomber des nues face aux révélations encore à venir et encore à dévoiler du dossier Epstein, dire on ne peut pas avoir un président qui a entretenu. Aujourd'hui, Trump n'est accusé de rien spécifiquement, si ce n'est, il n'y a rien qui établit autre chose que sa proximité, sa connivence et des choses qui pointent quand même qu'il a l'air de savoir, en fait, ce que faisait Epstein avec ces jeunes filles qui venaient notamment débaucher au club, à Mar-a-Lago, au club de Donald Trump lui-même. Si ce n'est ça, il n'y a rien qui incrimine Trump au-delà de ça. Il faut voir ce qui va apparaître lorsque des dossiers, et quel pan des dossiers, est-ce que c'est l'intégralité, caviar des comment, etc. Comment. Quand bien même il y aurait des faits terribles qui apparaîtraient, ça paraît hautement improbable que ces majorités viennent. En revanche, si les démocrates, lors des élections de mi-mandat, qui vont se tenir donc maintenant dans un peu moins d'1 an, donc en novembre l'année prochaine, regagnent, malgré tous les efforts de Trump pour leur mettre des bâtons dans les roues, regagnent des majorités
le plus probablement à la Chambre des représentants, la marche semble un peu haute au regard des sièges qui sont en jeu au Sénat, mais s'il y a une vague bleue inarrêtable, pourquoi pas? Alors là, il est probable qu'une des premières choses qu'ils mettront en œuvre lors de leur prise de contrôle d'une, voire deux des deux chambres en janvier 2027, sera une procédure d'impeachment, de destitution de Donald Trump. Le 12 novembre, les démocrates ont divulgué 20 000 mails attribués à Epstein. Est-ce qu'on sait un petit peu ce que ces mails contiennent? Ça a été un tournant ces derniers jours dans cette affaire-là. Et notamment, ça me permet de comprendre aussi un peu qu'est-ce qu'on sait des liens entre Trump et Epstein. Parce qu'apparemment, dans ces mails, il y aurait un truc comme quoi il était au courant à propos des filles. Il y a une affaire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces mails? Alors, juste je me permets une petite correction par rapport à la manière dont tu formais les choses à l'instant. C'est pas les démocrates spécifiquement qui ont divulgué ces 20 000 mails. Les démocrates ont divulgué des mails, une demi-douzaine, Ok. dans un premier temps, qui sont des mails. Là, il faut bien faire des distinguos, c'est très compliqué, mais là, il ne s'agit pas des Epstein Files dont on parle, qui sont ce qu'on appelle les Epstein Files, le dossier Epstein. C'est les fruits de l'investigation, des investigations des forces de l'ordre fédérales, du FBI principalement, des enquêteurs du ministère de la Justice, des procureurs, depuis plus de 15 ans que Epstein est dans le collimateur de la justice. Ces mails, ce sont des éléments que les démocrates, enfin toujours pas les démocrates, qu'une commission parlementaire au Congrès qui enquête, qui s'est saisie un peu des questions relatives à l'affaire Epstein ces derniers mois, a obtenu, via en gros une citation à produire, qui est une force contraignante, de la succession Epstein. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein est mort, et puis c'est biens matériels, immatériels ont été logés dans une succession qui est gérée en partie par ses avocats, son frère, etc. Bon. Donc ils ont obtenu un certain nombre de choses. C'est comme ça d'ailleurs, c'est le fait d'avoir obtenu ces documents qui a conduit à la divulgation il y a quelques mois du fameux livre d'anniversaire offert au 50e anniversaire d'Epstein, dans lequel figurait un dessin cochon attribué à Donald Trump, assez grivois, enfin évoque plein d'allusions assez dégueulasses, mais aussi de tout un tas de gens, enfin, qui constituaient justement à droite comme à gauche, en tout cas républicains comme démocrates, parce que c'est toujours un peu difficile de transposer les choses de cette manière-là, mais l'entourage amical, mondain et professionnel d'Epstein. Et ces 20 000 mails faisaient partie un peu de ce lot qu'a obtenu cette commission et qui ont été divulgués après que les démocrates ont, en choisissant soigneusement certains mails qui étaient embarrassants pour Donald Trump, et notamment, en effet, ce à quoi tu faisais allusion, un mail où Epstein disait à cette phrase dans un échange, Trump savait pour les filles. Après, on met là-dedans ce qu'on veut, mais c'est pas ce que Trump veut lire, quoi qu'il arrive, et c'est pas ce qu'il veut que le public lise. Et suite à ça, la commission, donc dans son ensemble, et qui est aux mains quand même, qui est dirigée par des républicains, puisqu'ils ont la majorité à la Chambre, ont balancé ces 20 000 mails en disant, non, mais nous, les démocrates choisissent ce qu'ils veulent sortir, ils ont caviardé certaines choses, notamment le nom d'une victime qui se trouve être, disent-ils, Virginia Giuffre, qui est une des accusatrices, une des victimes d'Epstein, et accusatrice qui s'est suicidée l'an dernier, qui n'est plus là pour parler, ni pour voir, en fait, tout ce qui est en train de se passer, et dont il rappelle qu'elle-même dit, mais non pas que ça disculpe Trump de tout agissement, mais qu'elle-même dit n'avoir jamais vu Trump avoir un comportement inapproprié en sa présence. Ces 20 000 mails contiennent beaucoup de choses. C'est des échanges d'Epstein avec différentes personnes de son entourage, notamment un journaliste, Michael Wolff, avec qui il s'est beaucoup entretenu et qui a été un moteur, mais un peu trouble, des divulgations des révélations sur Epstein et sur Trump. Avec donc cette complice et ex-compagne qui est Ghislaine Maxwell. Ça prend beaucoup de temps de recouper, d'expertiser tout ça, mais ça a déjà eu des effets, puisque Lawrence Summers, qui est un économiste éminent du camp démocrate, qui a été ministre du Trésor sous Bill Clinton, qui a été un haut conseiller économique de l'administration Obama, qui est professeur à Harvard, dont il était président jusqu'à en être déchu en 2006 suite à des déclarations à la fois un peu, enfin pas peu, un peu, mais sexiste, eugéniste, etc.,
qu'il avait déjà rattrapé. Larry Summers a été rattrapé par des mails échangés avec Epstein, une correspondance qui s'étend sur des années, y compris après les premiers ennuis d'Epstein avec la justice, où Summers non seulement témoigne à la fois d'une complicité, une camaraderie avec Epstein qui aujourd'hui évidemment est plus qu'embarrassante pour lui, mais s'enquiert de ses conseils pour sa propre vie romantique adultère. Et Summers a été obligé là immédiatement de dire que face à ces révélations, il devait se retirer de tous ses engagements publics, de la vie publique, et donc démissionner d'un ensemble de responsabilités qu'il occupait. J'ai une question dans le chat, c'est quelqu'un qui évoque l'affaire Stormy Daniels, mais surtout c'est Peter Carnot qui essaie de se demander pourquoi est-ce que les démocrates font remonter cette affaire maintenant. Ça résonne avec quelque chose que je voulais te demander également, donc merci Peter Carnot pour ta question. Mais effectivement, les démocrates étaient au pouvoir pendant 4 ans, n'ont pas sorti les Epstein Files, ces dossiers. Là aujourd'hui, ils sont à l'initiative de ce vote. Qu'est-ce qui se passe pour les démocrates? Ils font un volte-face? Comment ça se passe? Non, mais c'est un point, c'est très important de répondre à ça. Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a le procès en opportunisme qui est fait par Trump et ses alliés aux démocrates en disant, mais en effet, vous étiez au pouvoir pendant 4 ans et vous n'avez rien fait pour que la vérité que vous réclamez aujourd'hui avec comme urgente soit faite. À ça, il faut répondre deux choses. D'une part, qu'on peut pas, qu'il y ait une forme d'opportunisme des démocrates aujourd'hui, c'est certain, puisque les démocrates n'ont pas trouvé outil plus puissant, arme plus puissante contre Trump, sa capacité à dicter la marche des choses, le récit médiatique, à fragiliser aussi le lien qui jusque-là semblait indestructible entre lui et sa base, sa capacité à échapper tous les scandales, toutes les mises en accusation, et notamment des faits qui pouvaient être accablants pour lui lorsqu'il a été inculpé à la fois une tentative de coup d'État contre l'élection, en 2020, l'élection qu'il avait perdue en 2020, et puis là, le fait de s'être accaparé, d'avoir dissimulé et tenté de soustraire à la justice des documents confidentiels. Trump a résisté à tout, y compris à sa condamnation donc dans l'affaire Stormy Daniels, qui était un fait historique sans précédent. Il n'a pas connu de prononcé de peine, puisqu'il a réussi à se faire réélire président entre-temps. Donc, il a échappé à la justice. Voilà, il a échappé au scandale aussi, puisqu'elle ne l'aura pas empêché de se faire réélire. Aujourd'hui, plus personne ne parle de cette affaire. Pas même les démocrates. Mais les démocrates n'ont pas trouvé d'arme plus puissante que ça, justement, donc pour fragiliser Trump et l'empêcher, justement, à la fois de tenir ses troupes comme il l'entendait, mais aussi de dicter, encore une fois, la marche et le récit médiatique qui entoure les actions de son administration. L'opportunité, elle est là, elle est claire. Est-ce que les démocrates auraient cependant pu divulguer en masse, comme là aujourd'hui, ils semblent sur le point de l'obtenir avec les précautions qu'on a dites plus tôt, les dossiers Epstein? C'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que déjà jusqu'à fin 2021, il y avait un procès en cours de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell qui est au cœur du système Epstein, puisqu'elle était sa plus proche, encore une fois, compagne, complice pendant des années. On a vu que même sur des années où elle disait qu'elle avait rompu avec Epstein, c'est une des révélations des 20 000 mails, à vrai dire, qui ont été divulgués la semaine dernière. Elle coordonnait encore sa défense, ses réponses médiatiques avec lui. Donc, ça démontre, mais ce ne serait pas la première fois que Maxwell a menti à la justice lorsqu'elle parlait d'Epstein et qu'elle cherchait, elle, à se tenir à distance de tout ce par quoi elle était rattrapée. Et donc, le fait qu'il y ait une procédure pénale en cours contre Maxwell, qui a ensuite fait appel, et cet appel a couru jusqu'en 2024, et puis ensuite, Maxwell a tenté de saisir la Cour suprême pour faire annuler sa condamnation. Cour suprême qui, seulement le mois dernier, a dit qu'elle ne se saisirait pas de cet appel, et que ça ne concernait pas, et qu'elle se rangeait derrière les décisions de justice qui avaient déjà été prononcées, qui avaient débouté l'appel de Maxwell. Bref, tout ça, en fait, dans le cadre d'une procédure classique et du cadre légal existant aux États-Unis, a priori, s'opposait à une divulgation plus large, parce que, en gros, toute divulgation en fait des éléments dont disposait le ministère de la Justice, en tout cas de plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues, évidemment, mais qui étaient largement caviardées,
tout ça aurait pu fragiliser en fait les procédures en cours. Et c'est précisément ça que Trump essaie de faire aujourd'hui en demandant à son ministère de la Justice de lancer des procédures contre ses adversaires démocrates en disant, en tout cas en préparant le terrain à dire non, mais on a des procédures en cours, il faut laisser la justice travailler et on ne peut pas fragiliser ces procédures, ces investigations et l'instruction qui va être menée en divulguant tout et n'importe quoi. Je comprends. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour ces prochains jours? C'est-à-dire à la fois les conséquences pour Donald Trump ces prochains jours, quel est le rapport de la base MAGA après l'annonce de ce vote? Tu peux m'expliquer ça? Qu'est-ce qui va se passer dans l'affaire Epstein? Bah, là-dessus, personne ne sait vraiment. Même le consentement à l'unanimité du Sénat hier soir, par exemple, est quelque chose qui a pris absolument tout le monde par surprise. L'unanimité à Washington, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est pas une espèce en voie de disparition, c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu sur quoi que ce soit depuis des années dans les deux chambres, comme ça. Donc, quelque part, il y a à la fois, d'une part, encore une fois, je reviens à Mike Johnson, donc le principal relais au Congrès de Trump, qui préside la Chambre des représentants, qui pensait jouer de la navette parlementaire, gagner du temps encore, jouer la montre, a été pris de court et à revers, puisqu'il disait ce serait bien que le Sénat amende ce texte qu'on vient de voter. Ça n'arrivera pas. Trump lui-même, la Maison-Blanche, n'avait pas forcément vu cela venir. Donc aujourd'hui, il va vraisemblablement, si Johnson, et encore une fois, et normalement il devrait le faire, et qu'est-ce qui l'empêche de chercher à gagner encore un peu de temps? Mais donc si Johnson transmet le texte au Sénat, automatiquement il va être envoyé à la Maison-Blanche. On va attendre de voir si Trump le signe. Il a dit qu'il allait le faire, mais est-ce qu'il ne peut pas inventer encore une raison de se défausser, etc. On va le voir. Ça reste à voir en tout cas. Je l'ai dit, les majorités normalement qui se sont exprimées hier devraient pouvoir passer au-dessus d'un veto présidentiel. Mais est-ce que les républicains qui ont voté massivement pour le texte pourraient être tentés ou tenus par Trump? On a vu des élus républicains changer radicalement. Il y a des gens qui, en commission au Sénat, une élue républicaine notamment, avait eu le vote décisif, Lisa Murkowski, élue la sénatrice de l'Alaska, et a des liens par ailleurs avec le clan de Ghislaine Maxwell, avait voté il y a quelques mois contre, dans le cadre d'une commission sénatoriale, un appel à divulguer les dossiers, qui hier a voté pour, avec tout le Sénat. Donc c'est encore le flou. Et après, qu'est-ce qui va se passer si et quelle portion, si l'intégralité ou tout ou partie de ces dossiers sortent, caviardés ou non, c'est imprévisible parce qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent.